La République démocratique du Congo fait face à une agression depuis quelques mois maintenant de la part de son voisin, le Rwanda. Madame, Monsieur, vous les connaissez très bien. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a entrepris des démarches dans ce sens et aujourd'hui, il est dans la capitale angolaise, Luanda, pour parler de la paix. Il se tient actuellement un mini-sommet à l'issue duquel il y aura une déclaration pour parler de cette situation sécuritaire, mais également de toute l'actualité de notre pays. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau M. Luc Kabunango. Il est analyste politique, mais également le père de la philosophie Léopard. Monsieur Luc, bonjour et bienvenue. Bonjour, Morgane. Merci beaucoup. Encore une fois pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions pour votre temps. Et alors, merci. Veuillez vous installer. Merci. Alors, vous êtes le père de la philosophie Léopard. Avant tout, c'est quoi la Léopard? La philosophie Léopard, c'est la philosophie congolaise, la mentalité congolaise de mobilisation populaire de tous les Congolais avec objectif d'atteindre les résultats en jouant dans les règles du jeu, les règles, en étant dans un environnement réglementaire, très bien organisé, où les Congolais se mobilisent tous avec passion pour que le drapeau ne puisse pas tomber, mais que le drapeau demeure haut et que la fierté congolaise soit manifeste dans le monde entier. Nous prenons toujours l'exemple des fauves sportifs du football, l'équipe nationale de Léopard, pour expliquer un peu les dynamiques de cette philosophie où vous avez la mobilisation populaire. Prenons à l'exemple des derniers matchs de qualification de la Coupe du Monde contre le Maroc. Nous avons vu tous les Congolais se mettre ensemble derrière les couleurs du drapeau pour soutenir cette équipe, cette cause qui était le résultat final, la qualification des Léopards à la Coupe du Monde. Nous avons cru que nous pouvions être parmi les meilleures équipes du football au monde. Et c'est ça la philosophie Léopard. Au-delà de nos clivages, de nos affiliations, de quelque genre que ce soit, à un moment donné, nous sommes en mesure de nous mettre tous ensemble et de veiller à ce que toutes les parties prenantes puissent jouer leur partition afin que nous puissions aboutir au résultat. Ici, nous parlons des joueurs, les acteurs sur terrain, nous parlons des supporters, des administratifs, nous parlons le rôle des gens des médias comme vous, du gouvernement. Tout le monde a une part à jouer. L'exemple que nous pouvons prendre aujourd'hui, c'est l'agression de notre pays contre les pays de l'Est de notre République. Voilà encore un autre incident où nous pouvons démontrer la philosophie Léopard, où les Congolais peuvent se mobiliser pour faire face à l'agression et sécuriser notre territoire et assurer une paix durable dans la République. D'accord. Tout ce que vous venez d'expliquer ici, ça existe dans le us de coutume des Congolais. Mais pourquoi est-ce que vous avez pensé qu'il y ait absolument une structure qui se focalise sur la philosophie Léopard que vous venez vous-même ici de décrire, qui visiblement est ancrée déjà dans le vécu des Congolais? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de structure à ce jour sur la philosophie Léopard. C'est une philosophie que nous sommes en train de réactiver et de représenter aux Congolais afin qu'ils puissent en être conscients, parce que nous avons perdu de cela. Nous avons perdu même de fierté en nous-mêmes Congolais. Nous avons perdu cette audace de grandeur. Si aujourd'hui on devait dire à un Congolais que nous pouvons travailler pour rendre notre économie une des meilleures au monde, parmi les 32 meilleures économies du monde, vous verrez la réaction. Mais quand on le ramène avec la philosophie Léopard, l'explication est simple et à sa portée. C'est là que nous commençons à nous identifier
dans cet emblème léopard et ces couleurs de notre drapeau et à croire en nous-mêmes et à agir de façon à atteindre les résultats. Avec les léopards, avec la philosophie léopard, je pense que le ciel est la limite. Donc je comprends, si je comprends très bien, selon les explications, vous êtes ici beaucoup plus sur l'aspect citoyen de la chose. Absolument. Donc vous êtes dans la stimulation du citoyen congolais à vouloir encore plus canaliser ses sentiments, cet amour qu'il a pour son pays. C'est un peu ça où je n'ai pas très bien compris. Nous voulons ramener le Congolais à ses droits et ses obligations citoyennes afin d'avoir une union populaire patriotique qui peut faire face aux défis que nous rencontrons en tant que nation. Nous ne voulons pas dire, quand nous parlons d'un rassemblement ou d'une mobilisation, malgré nos affiliations, que nous voulons mettre tout le monde dans le même bateau et qu'il n'y ait pas d'opposition politique, par exemple, et que l'opposition politique ne joue pas son rôle. Mais nous voulons voir cette opposition politique comme une partie prenante à cette philosophie léopard, qu'elle puisse jouer selon les règles du jeu. Donc nous sommes dans la sphère de l'état de droit, de la justice ici, nous sommes dans la sphère de l'éthique, nous sommes dans tous ces éléments que je peux démontrer avec le temps, si nous en avons le temps, de bonne gouvernance, et que si l'opposition faisait son rôle à l'image de la philosophie léopard, cela contribuerait à l'amélioration de la gouvernance de la République, à résoudre beaucoup de défis. Et pourquoi nous ramener encore à cette audace de grandeur? Alors, comment est-ce que vous vous organisez déjà pour arriver à amener tout le monde à regarder dans la même direction que vous? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Par exemple, nous avons les secteurs des transports. Je ne prends qu'un seul secteur qui est aujourd'hui qui est déplorable, si c'est ce qu'il faut utiliser comme mot. Je sais que c'est très fort. Lorsqu'on ne regarde que la simple façon dont les conducteurs se conduisent aujourd'hui sur la chaussée, on se rend compte qu'il y a un travail citoyen qui doit être fait. Absolument. Et qu'est-ce que vous, dans la philosophie léopard, vous avez prévu pour ces secteurs de transport, par exemple? C'est une très bonne question. J'ai touché tout à l'heure à l'aspect sécuritaire, l'aspect de la conduite de transport, particulièrement le transport routier, avec l'exemple que vous aviez dit. C'est un domaine aussi où s'applique cette philosophie, la philosophie léopard, parce que d'emblée, elle nous rappelle que nous sommes tous des parties prenantes, que ce soit les conducteurs, que ce soit les piétons, que ce soit la police routière, que ce soit les autorités, que ce soit l'État dans son rôle de gestion du trafic routier. La philosophie léopard ramène d'abord cette conscientisation que nous avons tous un rôle à jouer. Et dès que nous nous rendons compte que nous avons chacun sa partition, nous devons savoir c'est laquelle et comment est-ce que nous l'exerçons pour les résultats que nous recherchons. Et dans ce cas ici, c'est un trafic fluide, ordonné, organisé, avec moins de risques d'accidents et toutes ces choses qui peuvent en découler. Vous savez, juste les embouteillages ou les accidents, on peut les quantifier et les chiffrer pour démontrer combien est-ce que la République perd juste avec cela. Mais il faut qu'il y ait des experts qui fassent leur partition aussi et qui ramènent à la table cette perte que la République encourt pour qu'on commence à comprendre aussi que ici, non, ça ne va pas, nous devons corriger. Cet argent que nous perdons ici sur la route, nous pouvions l'utiliser à bon escient pour développer notre économie davantage par l'accroissement de la production et de la productivité au lieu de rester des heures bloquées en route. La perte n'est pas seulement les heures
bloqués en route, mais aussi le stress quand on arrive au lieu de travail et qu'on a besoin d'un temps de récupération, et le stress que l'on a quand on commence à penser au chemin de retour. Donc, quand vous prenez toutes ces heures-là ou ces minutes-là, vous comptabilisez ça, vous vous rendez compte éventuellement que ce sont des millions de dollars que l'économie congolaise perd, mais que nous ne pouvons pas nous laisser perdre comme ça de nos jours, parce que nous sommes encore à un niveau de pauvreté assez important, oui. où nous devons créer la richesse locale, tirer un peu les 2/3, si pas plus, de notre population de cette pauvreté extrême et améliorer davantage nos conditions de vie. Très bien. Vous êtes une structure informelle. Déjà, lorsqu'on sait comment est-ce que les mauvaises habitudes ont la peau dure, qu'est-ce que vous vous basez sur quoi? Qu'est-ce qui vous convainc que votre démarche aboutira pour que finalement ceux qui ont pris l'habitude vous savez, les embouteillages aujourd'hui sont du fait peut-être par exemple qu'un conducteur ait fait une mauvaise manœuvre et que cela a engendré des querelles et du coup on se retrouve dans un bouchon comme ça. Alors vous qui n'êtes pas un pouvoir public, c'est vrai que vous venez ici aux rescousses du pouvoir public, mais comment est-ce que vous comptez faire les choses pour que finalement les citoyens, les Congolais qui ont à un certain moment perdu les bonnes manières de fair play sur la chaussée, de laisser passer un autre ou encore de privilégier la priorité, comment est-ce que vous allez le ramener à adhérer à la philosophie Léopard? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec le pouvoir public? Comment est-ce que les choses sont organisées à l'interne pour que finalement cette philosophie ait de l'impact et que les Congolais adhèrent à l'idée? C'est une très très bonne question et je te remercie beaucoup pour la question. Je pense que la part que je fais présentement, c'est celle de conscientiser et d'interpeller de par cette philosophie et de faire comprendre à tout le monde, à tous les Congolais, où que nous soyons, que nous avons chacun un rôle à jouer. Dès que, par exemple, au niveau du gouvernement, quelqu'un pourrait s'en rendre compte et accepter cette philosophie et se dire « oui, je jouerai ma partition », nous avons déjà gagné. Dès qu'au niveau des institutions de la République, nous avons, au niveau du Parlement, par exemple, des parlementaires qui entendent le cri du Congolais au travers de cette conscientisation, de cette mobilisation de la conscience collective au changement de paradigme. En fait, c'est ça que nous essayons de faire. Il y a eu d'autres confrères citoyens qui ont proposé la combolisation, il y a le changement de narratif, mais nous essayons d'aller dans les détails avec un peu plus de chair dans ce que nous faisons, en expliquant de façon détaillée ce que nous pouvons faire. En fait, c'est une auto-prise en charge. Nous devons nous rendre compte de tous les défis que nous rencontrons en tant que Congolais collectivement et accepter de nous assumer et de nous prendre en charge avec le sérieux nécessaire, que nous puissions commencer à attaquer, à affronter tous ces défis dont vous avez pris certains exemples ici, mais les exemples sont innombrables. La conscientisation seule ne suffit plus parce que, vous le savez, j'ai évoqué ici un secteur qui est très très compliqué. Oui. Le transport, par exemple, il y a un problème, il y a à boire et à manger dans ces secteurs. Et vous qui n'aviez aucun appui public, vous n'avez aucun pouvoir contraignant qui puisse ramener à l'ordre ceux qui ont déjà de mauvaises habitudes sur la chaussée, par exemple. Comment est-ce que vous comptez les amener à comprendre qu'ils sont dans le faux? Parce qu'eux-mêmes, ils le savent à un certain moment, mais bon, que voulez-vous? Je ne cherche pas à ramener les gens à comprendre qu'ils sont dans le faux. Non, mais c'est déjà une très bonne idée. Parce que collectivement, voilà.
collectivement, Congolais, nous savons qu'il y a beaucoup de mauvaises choses. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons commencé à parler de changement de mentalité. Déjà, il y a même eu des structures qui ont été mises en place par le chef de l'État. Oui, il y a aussi une commission de changement de mentalité. C'est parce qu'on a reconnu, même dans la lutte politique de la République, on a toujours parlé de changement de mentalité. Là où moi je veux affecter la mentalité, ce n'est pas d'adresser chaque question individuellement. On pourra y arriver, par exemple, avec l'exemple dont nous sommes en train de débattre, mais le premier point de départ pour moi, c'est de faire comprendre à tout le monde que c'est une responsabilité de tous. Ce n'est pas seulement la responsabilité du conducteur, c'est la responsabilité de la police. Mais ce n'est pas seulement la police, c'est aussi l'enseignement, je suppose. On peut éduquer la population par l'enseignement et l'éducation ne vient pas que de l'enseignement académique. Je crois que même dans le culturel, dans le social, en prenant par exemple le rôle de la religion, il y a autant de facteurs que l'on peut toucher au niveau de l'éducation de l'individu congolais pour le toucher et former son caractère, sa personne. Il n'y a pas que la police, mais il y a aussi les autres branches du gouvernement qui peuvent jouer leur rôle. Au niveau déjà des ministères, le ministère qui a la police sous sa tutelle, mais nous avons le ministère de la Justice. Et si nous commençons à adresser cette question du transport et que tout le monde se rende compte et tous les Congolais, surtout là où nous devons aussi marteler, c'est le rôle du public congolais. Il ne faut pas que, dans la plupart des cas, le public pense qu'il est impuissant et qu'il restera observateur. Parce que je vous assure que si le public commence à s'exprimer sur cette question de transport routier et de s'exprimer avec passion de la façon dont nous nous exprimons aujourd'hui sur l'agression rwandaise à l'est de notre République, de la façon dont nos supporters accompagnent les léopards pour qu'ils atteignent leurs résultats de qualification. Pas que nous nous exprimons juste parce que nous nous ennuyons, mais parce que nous voulons atteindre l'objectif et nous y prenons avec la même passion que nous démontrons dans la philosophie léopard, c'est-à-dire les supporters avec les acteurs sur terrain. Je pense que déjà, ce qui se passe avec la guerre à l'Est et la mobilisation de la population congolaise, des citoyens congolais, nous montre déjà la force qui regorge dans cette philosophie. Alors, pour terminer de la philosophie, ça fait combien de temps que vous avez mis en place cette idée? Parce que c'est déjà une belle idée que j'apprécie beaucoup. Ça fait combien de temps et combien d'actions avez-vous déjà menées et dans quel secteur, s'il y en a déjà? Ça fait, je dirais, plus ou moins 3 ans que nous avons commencé à travailler sur la philosophie léopard. Elle était née initialement de par une observation des politiques. C'est là que nous avions pensé que les politiques pouvaient se comporter à un moment donné différemment, en sachant que nous avons quand même une république qui nous appartient à nous tous et que nous cherchons le meilleur de cette république et que nous pouvons chacun jouer sa partition pour assurer le bien-être du Congolais là où il est, que ce soit le Congolais civil ou dans les services spécialisés ou dans l'opposition ou au pouvoir. Nous avons, l'idée est née particulièrement de l'observation de la dynamique politique et nous avons commencé à faire des publications, nous avons fait des interventions dans les médias pour vulgariser cette philosophie davantage. Nous avons utilisé les réseaux sociaux,
Nous avons éventuellement créé aussi un groupe WhatsApp parce que nous finissons la philosophie Léopard avec le slogan « C'est possible ». Nous disons toutes ces choses que nous proposons sont possibles pour que le Congolais commence à y pas croire. d'action sur terrain. Et dans le groupe, nous communiquons nos positions et nous avons l'un des grands groupes WhatsApp. En termes d'action sur terrain, je vous ai dit initialement que nous n'avons pas fait un groupe d'action, mais que nous étions en train de développer et de communiquer une philosophie. Néanmoins, nous avons fait une marche de santé il y a 4 à 5 semaines sous la philosophie Léopard pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais et nous étions contents de voir quand même autant surtout des jeunes gens qui ont adhéré à la philosophie et qui l'ont adoptée et qui sont allés communiquer davantage cette philosophie là où je parlais des 2/3 de la population congolaise qui croupit dans la pauvreté extrême. Nous avions marché pour attaquer cette pauvreté et soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat local, notamment par la promotion de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Très bien, nous aurons encore beaucoup plus de temps d'en parler aujourd'hui. C'était un plaisir de parler de cette nouvelle philosophie que vous avez mise en place. Mais je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, le pays fait face à une agression étrangère. Vous le savez très bien, vous avez même mis votre point de vue là-dessus. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est dans la capitale angolaise, je l'ai dit ici, pour un mini-sommet qui va aboutir à des résolutions, tout ça au nom de la paix. Alors, vous êtes observateur, un acteur politique également. Comment est-ce que vous observez cette guerre et jusqu'ici, ce qui est fait, vous pensez vraiment que la paix reviendra efficacement ou il faut tout simplement accorder beaucoup plus de moyens à notre armée? La paix reviendra au Congo tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas. On le sait, mais entre-temps, il y a des vies qui sont fauchées par cette guerre. C'est ce qu'il y a de plus malheureux parce que c'est une guerre injuste qui est imposée à la RDC. Les Congolais ont toujours été des citoyens pacifiques et très hospitaliers. Nous avons toujours reçu tout le monde qui veut venir vivre chez nous, rester avec nous. Il est malheureux qu'on abuse de notre hospitalité. Il est malheureux que par la convoitise de ce que regorge la RDC, que nos populations subissent ce que vous avez décrit ici, des tueries, des massacres, des déplacements massifs internes, des viols, autant de souffrances que la population est en train de subir. C'est malheureux. Nous prenons l'opportunité pour reconnaître cela et passer un message à nos frères et sœurs qui sont à l'Est que nous ne les oublions pas. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'adresser cette question. Ce que nous pouvons faire là où nous sommes, nous le faisons. C'est dénoncer, c'est marcher, c'est venir avec des idées comment mettre fin à cette agression. Vous aviez posé la question. Oui, j'ai commencé par vous répondre que la paix reviendra, pas parce qu'elle sera magique, mais parce que le Congolais va imposer aussi la paix sur son territoire et que nous n'allons pas céder même un seul centimètre de notre territoire. Nous allons garder la RDC intégrale telle qu'elle est, telle que nous l'avons héritée de nos ancêtres, et nous allons la léguer aussi à nos enfants. Le malheur ici, après les souffrances des populations que nous avons dites là, nous avons dit aussi que la population congolaise, elle vit à plus ou moins 2/3, si pas plus de 2/3,
sous une pauvreté extrême. Et cette guerre imposée injustement à la RDC, elle nous coûte cher et elle nous voit dépenser beaucoup de moyens que nous aurions dû investir dans d'autres choses pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de les dépenser pour sécuriser et secourir nos populations. Oui, vous vous inquiétez plus sur les moyens qui sont alloués à cette guerre, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est aussi important de faire la guerre pour que finalement on ait cette paix, parce que ça fait plusieurs décennies, ça va faire 3 décennies maintenant, que cette partie de notre pays est en proie à l'insécurité. Aujourd'hui qu'on a quand même l'occasion plutôt de faire cette guerre officiellement. Je ne m'inquiète pas sur les moyens, mais je dis seulement que ces moyens, c'est malheureux qu'au jour d'aujourd'hui, nous serions en train de les utiliser pour améliorer la condition de vie des Congolais, plutôt que de secourir maintenant nos frères qui étaient bien, qui étaient chez eux, qui étaient en paix, qui avaient leurs occupations, qui sont perturbés aujourd'hui, qui sont sans abri et avec les intempéries, parce que c'est la saison pluvieuse, vous pouvez vous imaginer, il pleut les maladies aussi, nous devons faire soigner tous ces gens. Je suis en train de dire que c'est une guerre qui nous coûte. Elle nous coûte parce que nous devons prendre soin de tous les déplacés. Nous devons nous occuper des morts, de tous ces dégâts-là. Nous devons reconstruire tout ce qui est détruit. Nous devons équiper l'armée. Nous devons fournir l'armée. Nous devons former des militaires. Tout cela coûte. Diplomatiquement, la diplomatie coûte. Politiquement, tout ce que nous faisons nous coûte. Qu'est-ce que vous suggérez à la fin? Parce que finalement, tout coûte. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je suis en train d'essayer de ramener à la compréhension du Congolais ce que ça nous coûte avec cette guerre et pourquoi nous ne devons pas permettre à ce que, à ce prix et pour sauver les vies congolaises, que nous puissions perdre. Mais que ce soit dans un contexte pacifique, excusez-moi de vous arracher la parole, que ce soit dans un contexte de guerre, la paix s'obtient toujours et s'impose à un certain moment, parce que celui qui a dit que celui qui veut la paix prépare la guerre n'a pas tort, sachant que nous sommes un pays très riche et très convoité par les voisins. Vous pensez vraiment que si on n'investit pas assez de moyens dans l'armée, par exemple, on aura cette paix? Connaissant tout ce qu'on a aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Le fait que je prenne l'état de lieu là où nous sommes ne dit pas que nous ne devons pas investir dans la sécurité de la République qui va au-delà de l'armée. Il y a l'armée, il y a la police, il y a les services d'intelligence ou de renseignement, il y a tout un tas de structures et de services qui ont la responsabilité de sécuriser les citoyens, leurs biens et nos frontières. Et cela nécessite des moyens et nous voulons bien investir dans ces moyens-là qui vont nous permettre aussi de vivre en paix et de commencer à travailler pour notre économie, de la développer et d'essayer d'assurer une bonne vie aux Congolais. Donc, nous ne refusons pas, nous avons besoin de cet investissement-là. Mais nous voulons ramener à la conscience du Congolais que nous pouvions utiliser moins des moyens que de dépenser beaucoup plus de moyens, surtout par le temps qui court aujourd'hui, où nous avons besoin de tous ces moyens-là pour adresser nos questions de santé, d'infrastructure, d'éducation. Nous avons beaucoup à faire, presque tout est prioritaire dans ce pays. Il est malheureux que face à toutes ces priorités, il y a maintenant la sécurité de la République qui vient de prendre le devant et qui nous coûte cher. OK. Après beaucoup d'analyses, on se rend finalement compte aujourd'hui que la communauté internationale n'est pas avec nous. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est en tout cas c'est avéré sur base de ce que nous voyons, parce que quand on essaye de comparer l'engouement qu'il y a autour de la guerre de l'Irak
de l'Ukraine, excusez-moi, et cette guerre que nous vivons, qui est en tout cas similaire de celle de l'Ukraine, on ne voit pas assez de soutien, on ne voit pas assez d'engouement. Mais aujourd'hui, la politique extérieure de Félix Tshisekedi, comment est-ce que vous l'analysez? Aujourd'hui, il se rend en Angola, sachant que tous ces pays voisins, pour la plupart, ne sont pas avec nous, même s'ils font semblant d'être avec nous. Vous pensez qu'on aura ce qu'on cherche dans ce genre de ballet diplomatique où il faut carrément faire la guerre que vous ne soutenez pas finalement? Non. Parce que quand vous vous inquiétez de moyens, c'est comme si vous ne voulez pas vraiment qu'on fasse la guerre. Non, n'est pas bien me comprendre. Je vous comprends très bien, mais seulement ça vous inquiète de voir qu'on dépense autant pour ne pas développer. Je me suis étalé sur la gestion des finances. Et j'ai voulu amener ça à la conscience du Congolais, mais je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de se battre. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter la diplomatie. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter la mobilisation populaire. Je n'ai pas dit que le Parlement devrait arrêter de faire ce qu'il fait. Nous avons besoin de mettre tous les moyens et d'utiliser toutes ces mesures pour arriver à sécuriser nos frontières et surtout nos citoyens et leurs biens et arrêter cette souffrance imposée injustement. Oui, la guerre, nous devons la faire. Oui, nous devons équiper notre armée. Je suis content d'ailleurs dans la proposition du budget 2023 que nous soyons passés d'un budget de plus ou moins 500 millions de dollars à plus ou moins 1,5 milliard de dollars pour l'armée, pour la défense, justement pour sécuriser nos frontières, nos richesses, nos populations et leurs biens. Oui, nous devons nous préparer et je pense que au-delà de l'opportunité que présentent nos nombreux voisins, il y a aussi ce danger qui est un risque réel comme nous le voyons et nous devons apprendre la leçon dorénavant que nous devons être suffisamment armés, sécurisés pour que ce qui nous arrive aujourd'hui ne se reproduise pas et que s'il devrait y avoir une tentative, que nous soyons suffisamment puissants pour mater ce genre de terrorisme inutile dans très peu de temps. Mais, ma question était celle de savoir aujourd'hui, c'est vrai, vous venez de chuter avec une très belle proposition de dire que nous devons être suffisamment armés pour que nos frontières ne soient pas aussi poreuses comme on les constate maintenant là. Le chef de l'État est à Luanda aujourd'hui pour une rencontre avec le président, son homologue rwandais et les Burundais. Connaissant tout ce qu'il y a aujourd'hui comme complot autour de cette guerre, vous pensez que nous aurons ce que nous cherchons, c'est-à-dire la paix totale, comme lui-même l'avait exigé, soit la paix totale ou la guerre totale? Est-ce que vous pensez que nous aurons la paix totale à l'issue de ces genres de ballets diplomatiques ou encore des voyages, des sommets et consorts? Le président de la République n'utilise pas qu'une seule tactique. Il utilise autant d'autres tactiques pour adresser la guerre. Et moi, j'encouragerai toujours le dialogue, qu'il puisse continuer et que donc l'aspect diplomatique puisse continuer en même temps que l'aspect militaire continue, en même temps que la mobilisation politique populaire de tous les Congolais, sans exception, malgré nos clivages sur cette question de sécurité de nos frontières, qu'elle puisse aussi continuer. Vous vous rendrez compte, je reviens de l'Assemblée nationale tout à l'heure, où j'ai participé à l'invitation de la CENI sur l'état de lieu de l'organisation des préparatifs des élections. Et il y a une dame honorable députée qui a parlé à la fin. Et elle voulait exhorter à tous les Congolais qui ne puissent pas avoir élection en République démocratique du Congo
sans l'Est du pays. Parce qu'elle disait... Là, déjà, on prépare au régime Tshisekedi parce qu'elle disait, si nous permettons que les élections se fassent sans l'Est, nous avons déjà nous-mêmes divisé le pays et balkanisé la République. Nous l'avons rendue effective. Et je suis d'avis, je partage le même avis. Je pense que nous avons plus de priorités maintenant, sans dire, et il ne faut pas mal comprendre quand nous parlons des priorités, de nous concentrer sur la pacification de la région Est pour les raisons avancées, dont la raison de la maman députée, faire face au risque de balkanisation qui est réel. Mais nous avons besoin, moi, une des propositions que je fais, c'est celle de prioriser aussi la création d'une base de données civiles et l'identification des populations. Parce que ce qui se passe de plus en plus est qu'on est en train de massacrer et de pousser à ce que les populations puissent quitter leur territoire pour qu'on y mette d'autres populations qui viennent se réclamer, comme vous voyez avec un M23 qui est tout à fait rwandais, qui vient réclamer des avantages politiques en RDC. Voilà pourquoi, moi je dirais, avant même, elle a dit on ne va pas aux élections sans l'Est, et moi je dirais en plus de ça, sans avoir constitué une base de données civile, parce que sinon nous risquons même d'identifier et d'enregistrer des électeurs non congolais, des Rwandais par exemple, parce que eux, ils veulent bien entrer chez nous et s'établir au Congo comme Congolais, en même temps en restant Rwandais et en prenant les richesses du Congo pour les ramener au Rwanda. Moi, je dis il faut aussi constituer cette base de données civile. C'est un outil de sécurité, c'est aussi un outil de bonne gouvernance. Donc, moi, je dirais pas d'élection, ça, c'est mon point de vue, sans l'identification de la population et la constitution de la base de données civiles et sans la libération de l'Est. C'est une très belle réflexion. En tout cas, à mon avis, ça me touche énormément et j'adhère à l'idée parce que déjà, aller aux élections sans l'Est, c'est comme dire, bon, l'Est, c'est un autre pays déjà. Alors, comment aujourd'hui arriver à convaincre ces politiciens qui ont fait de la question de l'élection une question de vie ou de mort? Parce qu'il y en a qui, aujourd'hui, dans les médias, disent qu'en 2023, Tshisekedi doit partir avec ou sans élection. Je l'ai suivi. Là, c'était la déclaration d'un haut cadre du PPRD. Vous êtes également dans votre mission, vous êtes acteur politique, mais vous avez une mission citoyenne que vous vous êtes assignée, celle de la philosophie Léopard. Comment arriver maintenant à convaincre ces politiques qui, pour les extrémistes, on peut les taxer des pyromanes? Non, je pense que il faut comprendre aussi le monde politique. Les gens disent toujours on ne se fait pas des cadeaux en politique. Je suis sûr que même ceux-là qui réclament les élections en 2023, même moi-même, quand je dis priorité, je ne dis pas qu'il faut repousser les élections. Je dis qu'il faut prioriser la constitution de la base de données civiles et l'identification et aller aux élections. Et si tout peut se faire d'ici la fin 2023, tant mieux. Mais avec la perturbation que nous avons à l'Est, par exemple, quand vous prenez le facteur maintenant de la guerre qui s'impose là-bas, ça fait une autre donne. Et les politiques qui disent pas ça, c'est parce qu'ils veulent se retrouver peut-être autour de la table. Donc et là, déjà, vous envisagez de rentrer dans la culture et de rentrer dans la culture du passé, qui est une culture plus clientéliste, qui ne s'occupe pas nécessairement du bien-être des Congolais, qui ne manifeste pas nécessairement le souci
pour sécuriser l'Est de la République et nos populations, mais des gens qui veulent se retrouver autour d'une table pour se partager le gâteau. Ça, c'est ce que nous décourageons. Mais comment est-ce que ça va se passer? Parce que ce sont des acteurs... Je peux terminer? Terminer, je vous en prie. C'est là que, dans la philosophie Léopard, ici, nous interpellons aussi la population congolaise en général, qui est le souverain primaire. Il faut que le souverain primaire arrive, qui d'ailleurs est en train de souffrir. À l'Est, là-bas, c'est le souverain primaire qui est en train de souffrir. Il faut qu'il arrive à s'exprimer. Et jusque-là, nous voyons qu'il est déterminé à sécuriser l'Est, à ramener la paix. Vous avez vu même l'appel en l'enrôlement, ceux qui se sont enrôlés. Vous avez vu dans les manifestations les gens qui se sont mobilisés massivement et qui se sont dit prêts à marcher même vers l'ennemi. Voilà. C'est ça que nous voulons, que le Congolais, que la population congolaise comprenne son rôle en tant que partie prenante dans cette philosophie Léopard sur cette question de la sécurité de l'Est et qu'elle puisse venir jouer sa partition. Elle peut le faire sans nécessairement toujours attendre de ses leaders. Nous pouvons faire ce qu'en anglais on dit le bottom-up leadership, ça veut dire la base. Ici on parle aussi de la pyramide renversée, de la base qui oriente aussi, oui, le leadership. C'est possible. Ouais. Maintenant, quand vous êtes en train de l'expliquer, vous pensez à quoi? Un référendum ou à un dialogue qui doit réunir les acteurs politiques? Parce que finalement, c'est une question qui nécessite l'adhésion de tous. Sinon, on ne va pas traverser sans écoutez, moi, j'aimerais décourager, vraiment, je sais que c'est un jeu politique, mais la nation est en péril et je pense que nous devons quand même agir au-delà de nous-mêmes et de nos intérêts privés, personnels, pour ne pas dire égoïstes, et voir un peu le bien-être de toute la République et de toute la population. Je pense qu'il ne faut pas perturber la gouvernance du pays, mais je pense que d'autre part, parce qu'il y aura l'inquiétude que ceux-là qui gouvernent et le régime en place voudraient aussi glisser autant que possible pour rester au pouvoir aussi longtemps que possible. J'espère ici que nous serons tous de bonne conscience et que nous allons nous rendre compte du défi qui est devant nous pour que nous puissions arrêter un peu avec toutes ces positions partisanes qui ne bénéficient qu'à moi, mais que nous puissions voir toute la République ensemble et que nous puissions agir et prendre des positions qui vont aider à apporter la solution à la République. Parce que les gens de l'opposition, c'est l'opposition aujourd'hui, demain ça sera le pouvoir, ça a été le cas avec l'UDPS et vous allez vous retrouver pour gérer quelle République dans les conditions actuelles. Merci M. Luc Kabunangu. Je vous dis ici que c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce plateau. Nos portes restent ouvertes. À tout moment, vous pouvez nous rendre visite pour qu'on parle encore plus de la philosophie Léopard. Alors, je vous dis au revoir. Merci, monsieur. À vous tous qui nous avez suivis, madame, messieurs, c'était un plaisir de savoir que vous étiez fidèles à cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Mais le plaisir reste le même. Au revoir.